Le 17 septembre 1972, deux frères sortent acheter du pain dans les rues tranquilles de Dijon. Ils ne reviendront jamais. Pendant 40 ans, leur famille vivra dans l'incertitude la plus absolue, sans corps, sans témoin, sans la moindre explication. 40 années de tourments, de questions sans réponse, de nuits blanches à imaginer le pire. Puis, en 2012, lors de travaux de rénovation dans un immeuble abandonné près du parc de la Colombière, des ouvriers découvrent une lettre cachée dans un mur. Une lettre écrite de la main tremblante de Julien Marchand, 14 ans, le jour même de sa disparition. Ce qu'elle révèle bouleversera tout ce que la police, la famille et la communauté entière croyaient savoir sur cette affaire. Comment deux enfants peuvent-ils disparaître en plein jour dans une ville paisible sans laisser la moindre trace? Et surtout, pourquoi cette lettre a-t-elle été cachée pendant 4 décennies dans un endroit où personne ne devait la trouver? Avant de continuer avec cette histoire qui a hanté Dijon pendant des décennies, si vous appréciez les enquêtes sur des mystères réels et troublants comme celui-ci, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne manquer aucun nouveau cas. Maintenant, découvrons comment tout a commencé dans cette paisible ville de Bourgogne. Dijon, au début des années 70, était une ville qui portait encore les traces glorieuses de son passé de capitale des ducs de Bourgogne. Avec ses 150 000 habitants, elle vivait au rythme tranquille d'une préfecture provinciale, où tout le monde semblait se connaître, du moins dans les quartiers résidentiels. Le quartier Saint-Bénigne, où vivait la famille Marchand, s'étendait au nord du centre historique, un ensemble de rues étroites bordées d'immeubles aux façades ocre et beige, typiques de l'architecture bourguignonne du XIXe siècle. Les familles ouvrières y côtoyaient les petits commerçants et les employés municipaux dans une cohabitation paisible. La famille Marchand habitait au 3e étage d'un immeuble de la rue de la Préfecture, un appartement de 3 pièces modestes mais bien tenu. Henri Marchand, le père, travaillait depuis 23 ans comme ouvrier spécialisé dans l'une des usines de transformation de moutarde qui faisait la réputation de la ville. C'était un homme de 42 ans au visage buriné par les longues heures de travail, aux mains calleuses. Un homme peu bavard qui exprimait son affection par des gestes plutôt que par des mots. Il partait chaque matin à 6 heures moins le quart, même le samedi, et rentrait épuisé en fin d'après-midi, sentant le vinaigre et les épices. Colette, son épouse, avait 40 ans et gagnait un complément de revenus en travaillant comme couturière à domicile. Elle passait ses journées devant sa machine Singer noire, près de la fenêtre du salon qui donnait sur la cour intérieure, réparant des vêtements pour les voisins ou confectionnant des rideaux sur commande. C'était une femme pieuse qui ne manquait jamais la messe du dimanche à la basilique Saint-Bénigne, à 5 minutes à pied de chez elle. Ses mains étaient toujours en mouvement, cousant, tricotant, préparant les repas, comme si l'immobilité lui était physiquement impossible. Julien, leur fils aîné, avait 14 ans en septembre 1972. C'était un garçon sérieux, aux cheveux châtains toujours soigneusement peignés sur le côté, qui portait des lunettes à monture métallique depuis l'âge de 9 ans. Il était en 3e au collège municipal et excellait particulièrement en mathématiques et en histoire. Ses professeurs le décrivaient comme un élève appliqué, presque trop sérieux pour son âge, qui préférait la bibliothèque à la cour de récréation. Il avait ce sens des responsabilités précoces qu'on trouve chez les enfants aînés de familles modestes, cette conscience aiguë que ses parents travaillaient dur et qu'ils ne devaient pas les décevoir. Maxime, le cadet, avait 11 ans et représentait en tout point l'opposé de son frère. Blond aux yeux bleus vifs, il était ce qu'on appelait à l'époque un vrai garçon, toujours en mouvement, toujours à explorer, à poser des questions, à transformer le moindre objet en jouet potentiel. Il était en dernière année d'école primaire, et ses résultats scolaires étaient irréguliers, brillants en rédaction mais distraits en calcul. Les deux frères partageaient la petite chambre qui donnait sur la rue, avec leurs 2 lits placés de part et d'autre de l'unique fenêtre. Malgré leurs différences, ils étaient inséparables. La vie dans le quartier Saint-Bénigne suivait un rythme immuable.
Le matin, le bruit des volets qui s'ouvraient résonnait en cascade dans les rues étroites. Les commerçants levaient leurs grilles métalliques dans un vacarme familier. Madame Girard ouvrait sa boulangerie à 6 heures précises, l'odeur du pain frais se répandant dans la rue dès 6h30. Monsieur Arnaud installait son étal de fruits et légumes devant son magasin à 7 heures. La quincaillerie, la mercerie, le bureau de tabac, chaque commerce avait son horaire que tous les habitants connaissaient par cœur. Les dimanches avaient leur propre routine sacrée. Les cloches de la basilique sonnaient pour la messe de 10 heures, leurs carillons résonnant dans tout le quartier. Les familles sortaient dans leurs plus beaux vêtements, les hommes en costume sombre, les femmes avec leurs chapeaux et leurs gants. Après l'office, on se retrouvait sur le parvis pour échanger les nouvelles de la semaine, les enfants tournant autour des adultes, en attendant avec impatience le moment d'aller au parc. Simone Lavigne, la voisine de palier des marchands, était une figure familière du quartier. Veuve depuis 12 ans, cette femme de 68 ans vivait seule dans un appartement rempli de souvenirs de son défunt mari, employé des chemins de fer. Elle passait ses journées à sa fenêtre, observant le va-et-vient de la rue, saluant les passants qu'elle connaissait tous par leur nom. Pour les enfants du quartier, elle était une présence rassurante, celle qui gardait toujours des bonbons dans un bocal en verre sur son buffet, celle qui remarquait si quelqu'un avait l'air triste ou malade. En cette année 1972, la France vivait encore dans une certaine insouciance. La télévision n'avait que 2 chaînes. Les informations du journal télévisé de 20 heures constituaient le principal lien avec le monde extérieur. Les enfants jouaient dans les rues jusqu'à la tombée de la nuit sans que personne ne s'inquiète vraiment. Les portes des appartements restaient souvent entr'ouvertes. Les voisins entraient boire un café sans frapper. Cette confiance collective, cette certitude que rien de grave ne pouvait arriver dans un quartier où tout le monde se connaissait, faisait partie intégrante de la vie quotidienne. Le dimanche 17 septembre 1972 s'annonçait comme tous les dimanches de cette fin d'été indien. Le ciel était d'un bleu éclatant, sans le moindre nuage, et la température avoisinait déjà les 22 degrés à 9 heures du matin. Les marchands s'étaient réveillés plus tard que d'habitude, vers 8h30, profitant de cette grasse matinée dominicale. Henri était sorti acheter le journal à 7h30, comme chaque dimanche, au kiosque de la place d'Arcy, avant de revenir se recoucher 1 heure. Colette s'était levée la première vers 8h15 pour préparer le petit déjeuner. Elle avait mis à chauffer le lait dans une casserole sur la gazinière, sorti les bols, le sucre, la confiture de prunes qu'elle avait préparée en août. La radio diffusait de la musique classique en sourdine. Tout était normal, parfaitement banal. À 9h moins le quart, elle avait appelé les garçons pour qu'ils se lèvent et se lavent avant le petit déjeuner. Julien était sorti le premier de la chambre, les cheveux en bataille, encore dans son pyjama rayé bleu et blanc. Maxime l'avait suivi 5 minutes plus tard, bâillant et se frottant les yeux. Ils avaient pris leur petit déjeuner tous les 4 autour de la table de la cuisine, dans cette atmosphère détendue des matins de dimanche. Henri lisait le journal en trempant ses tartines dans son café au lait. Colette avait mentionné qu'elle devait terminer un ourlet pour Madame Girard avant le lendemain. Julien avait parlé d'un devoir de mathématiques qu'il devait rendre le mardi. Maxime avait demandé s'il pourrait aller au parc de la Colombière dans l'après-midi. Des conversations ordinaires, des projets banals pour une journée qui s'annonçait sans histoire. Vers 9h20, Colette avait réalisé qu'elle avait oublié d'acheter du pain la veille. Le dimanche, la boulangerie fermait à 13h et elle tenait à ce que la famille ait du pain frais pour le déjeuner. Elle avait demandé à Henri s'il pouvait y aller, mais il était plongé dans la lecture d'un article sur le Tour de France et avait grommelé qu'il irait plus tard. C'est alors que Julien s'était proposé. « Je peux y aller avec Maxime, maman », avait-il dit de sa voix posée. Maxime avait immédiatement bondi de sa chaise, enthousiaste à l'idée de sortir. Colette avait hésité un instant. D'habitude, elle préférait que les garçons ne sortent pas seuls le dimanche matin pendant la messe, car les rues étaient plus désertes que d'habitude. Mais la boulangerie n'était qu'à 3 rues de là, un trajet de 5 minutes à pied qu'il connaissait par cœur.
Et puis, Julien était responsable. Il avait déjà accompli cette course des dizaines de fois. Elle avait fini par accepter, leur tendant un billet de 5 francs qu'elle gardait dans la boîte à couture. Prenez 2 baguettes tradition et rentrez directement. Ne traînez pas en chemin, avait-elle dit. Les 2 garçons s'étaient habillés rapidement. Julien avait enfilé un pantalon beige, une chemise à carreaux bleus et blancs, et ses chaussures marron qu'il laçait toujours avec un soin méticuleux. Maxime avait choisi un jean délavé, un pull rouge à col roulé et ses baskets blanches aux lacets perpétuellement défaits. À 9h27 exactement, selon l'horloge de la cuisine que Colette regardait souvent, les 2 frères étaient sortis de l'appartement. Elle les avait entendus dévaler les escaliers en faisant résonner leurs pas sur les marches en bois. Puis la lourde porte d'entrée de l'immeuble s'était refermée avec son claquement caractéristique. Ce que personne ne savait à ce moment-là, c'est que ce serait la dernière fois que quelqu'un de la famille Marchand verrait Julien et Maxime vivants. Madame Girard, la boulangère, témoignerait plus tard avec certitude que les 2 garçons étaient entrés dans sa boutique à 9h32 précise. Elle se souvenait parfaitement, car elle venait justement de regarder l'horloge murale en se disant qu'elle devrait bientôt sortir le 2e fourné de croissants. Julien avait demandé poliment 2 baguettes tradition, avait payé avec le billet de 5 francs et attendu sa monnaie avec patience. Maxime, pendant ce temps, regardait avec envie les éclairs au chocolat dans la vitrine. Madame Girard leur avait donné à chacun un petit pain au lait, comme elle le faisait souvent avec les enfants du quartier. Les 2 frères l'avaient remercié et étaient sortis. À travers la vitrine, elle les avait vus tourner à droite, en direction de la rue de la Préfecture, le chemin normal pour rentrer chez eux. C'était le dernier témoignage certain de leur présence. Monsieur Arnaud, le marchand de fruits et légumes dont l'échoppe se trouvait juste en face de la boulangerie, se souvenait vaguement avoir aperçu 2 jeunes garçons, correspondant à leur description, marcher vers la rue de la Préfecture, aux alentours de 9h35. Mais ils servaient plusieurs clients en même temps et n'avaient pas vraiment prêté attention. À 10h15, Colette commença à trouver le temps long. La course n'aurait dû prendre qu'1 quart d'heure au maximum, même si les garçons s'étaient attardés à regarder les vitrines. Elle dit à Henri qu'elle trouvait bizarre qu'il ne soit pas encore rentré. Henri, toujours plongé dans son journal, répondit qu'ils avaient probablement rencontré des copains et qu'ils allaient revenir d'une minute à l'autre. À 10h45, l'inquiétude de Colette s'était transformée en véritable anxiété. Elle était descendue dans la rue, avait marché jusqu'à la boulangerie, interrogé Madame Girard, qui lui confirma que oui, les garçons étaient venus, qu'ils étaient repartis vers 10h moins 28, qu'ils avaient l'air tout à fait normaux. Colette était rentrée en courant, avait secoué Henri pour qu'il se lève et aille chercher les enfants. Quelque chose n'allait pas. Elle le sentait dans ses entrailles, cette intuition maternelle qui ne trompe jamais. Henri s'était habillé rapidement et avait commencé à parcourir le quartier. Il était allé au parc, pensant que les garçons avaient peut-être décidé de faire un détour pour profiter du beau temps. Personne. Il avait interrogé les quelques enfants qui jouaient au ballon, demandé s'ils avaient vu Julien et Maxime. Non, personne ne les avait vus ce matin. Il était passé devant le terrain vague où les gamins du quartier avaient l'habitude de construire des cabanes. Rien. Il était entré dans chaque commerce encore ouvert, montrant de plus en plus de signes de panique. « Vous n'avez pas vu mes fils ?» 2 garçons, l'un avec des lunettes, l'autre blond. À midi, la panique avait gagné tout le 3e étage de l'immeuble. Simone Lavigne, alertée par les sanglots de Colette, était venue aux nouvelles. D'autres voisins s'étaient rassemblés sur le palier. Henri était descendu téléphoner depuis la cabine publique au coin de la rue. À 12h23, il avait composé le 17 pour joindre la police. 2 agents en uniforme étaient arrivés à 13h05, prenant des notes sur un petit carnet à spirale. Ils avaient posé les questions de routine. Description physique des enfants, vêtements qu'ils portaient, heure exacte de leur départ, itinéraire prévu. Leur ton était professionnel, mais pas encore vraiment alarmé. Dans 80% des cas de disparition d'enfants, ceux-ci réapparaissaient dans les 6 heures, souvent après avoir simplement perdu la notion du temps en jouant quelque part.
Ils avaient néanmoins commencé à interroger les commerçants du quartier, à noter les témoignages, à établir une chronologie. À 16 heures, alors que Julien et Maxime avaient disparu depuis plus de 6 heures, l'affaire avait pris une tournure différente. L'inspecteur Laurent Garnier, un homme de 48 ans, aux tempes grisonnantes, qui dirigeait la brigade des mineurs de la police dijonnaise, s'était déplacé en personne, rue de la Préfecture. Il avait interrogé à nouveau les parents, cette fois avec plus de précision, cherchant des détails que les premiers agents auraient pu manquer. Y avait-il eu des problèmes à l'école? Des disputes familiales? Les garçons avaient-ils mentionné vouloir partir quelque part? Avaient-ils de l'argent? Connaissaient-ils quelqu'un en dehors de Dijon? Henri et Colette répondaient entre deux sanglots, la voix brisée. Non, tout allait bien. Les garçons étaient heureux, ils n'avaient aucune raison de fuguer. Julien était un enfant obéissant, responsable. Maxime était espiègle, mais jamais il ne partirait sans prévenir. Il n'avait que la monnaie du pain, peut-être 3 francs dans les poches de Julien. Non, il ne connaissait personne en dehors de la famille et de l'école. Dans la soirée, plus de 20 policiers ratissaient le quartier Saint-Bénigne. Ils fouillaient les caves, les greniers, les cours intérieures, interrogeaient chaque résident. Des équipes avec des chiens avaient parcouru le parc de la Colombière jusqu'à la tombée de la nuit. On avait dragué le bassin du jardin d'Arcy par précaution. On avait vérifié les registres de l'hôpital pour s'assurer qu'aucun enfant correspondant à leur description n'avait été admis aux urgences. Rien, aucune trace. C'était comme si la terre avait avalé les 2 frères entre la boulangerie et leur domicile, sur un trajet de 350 mètres qu'ils avaient parcouru des centaines de fois. La nuit du 17 au 18 septembre fut un cauchemar éveillé pour Henri et Colette Marchand. Ils ne fermèrent pas l'œil, assis dans le salon, sursautant au moindre bruit dans la cage d'escalier, priant pour entendre la porte s'ouvrir et les rires de leur fils résonnant dans le couloir. Simone Lavigne était restée avec eux jusqu'à 3 heures du matin, leur préparant du café, essayant de les rassurer avec des mots qu'elle-même ne croyait pas vraiment. Toutes les lumières de l'appartement étaient allumées, comme si cette clarté pouvait guider les garçons jusqu'à la maison. Le lundi matin, l'affaire avait pris une dimension régionale. Les journaux locaux, le bien public en tête, titraient en première page sur la disparition mystérieuse des 2 frères Marchand. Leurs photos scolaires de l'année précédente étaient reproduites en noir et blanc. Julien avec son sourire timide derrière ses lunettes. Maxime avec sa fossette au menton et ses yeux espiègles. L'article demandait à toute personne ayant des informations de contacter immédiatement la police de Dijon. Des équipes de volontaires s'étaient organisées pour élargir les recherches. Des dizaines d'habitants du quartier, accompagnés de policiers, avaient fouillé les zones moins résidentielles autour de Dijon, les anciennes carrières de pierre au nord de la ville, les berges de Louche, les bois qui bordaient la route de Langres. Pendant 3 jours, plus de 150 personnes avaient participé aux battues, avançant en ligne dans les champs et les sous-bois, appelant les noms des garçons jusqu'à en avoir la voix cassée. L'inspecteur Garnier avait rapidement écarté la piste de la fugue. 2 enfants de cet âge ne disparaissent pas volontairement sans laisser le moindre indice, sans prendre d'affaires personnelles, sans argent significatif. Il s'était concentré sur l'hypothèse d'un enlèvement. Mais là encore, rien ne collait. Aucun témoin n'avait vu les garçons monter dans un véhicule. Aucune demande de rançon n'était arrivée. La famille Marchand n'avait pas d'ennemis connus, pas de fortune qui aurait pu motiver un kidnapping. Henri travaillait à l'usine depuis plus de 20 ans sans le moindre conflit. Colette ne fréquentait que l'église et quelques voisines. On avait vérifié les antécédents de tous les hommes célibataires du quartier. On avait interrogé les enseignants des 2 garçons, leurs camarades de classe, les parents de leurs amis. On avait questionné les chauffeurs de bus qui assuraient les lignes passant près de la rue de la Préfecture. On avait contacté tous les membres éloignés de la famille, au cas où les enfants auraient tenté de rejoindre un oncle ou une tante. Chaque piste menait à une impasse. Au bout de 2 semaines, malgré l'acharnement de l'inspecteur Garnier et de son équipe, l'enquête piétinait de manière frustrante. Il n'y avait simplement aucune explication rationnelle à cette disparition.
2 enfants ne peuvent pas se volatiliser en plein jour dans une ville de taille moyenne sans laisser la moindre trace, le moindre témoin, le moindre indice matériel. Et pourtant, c'était exactement ce qui s'était produit. Les semaines se transformèrent en mois, et les mois en années. L'appartement de la rue de la Préfecture devint un mausolée vivant où chaque objet racontait l'absence. Colette refusa de toucher à la chambre des garçons pendant 3 ans. Les lits restaient faits comme il les avait laissés ce dimanche matin. Les vêtements pendaient toujours dans l'armoire. Les livres scolaires de Julien étaient empilés sur le petit bureau près de la fenêtre. Le camion de pompiers en métal rouge de Maxime trônait sur l'étagère, exactement à la place où il l'avait posé le samedi soir. Colette entrait dans cette pièce chaque matin, s'asseyait sur le lit de Julien et pleurait en silence pendant 20 minutes avant de commencer sa journée. Henri réagit différemment au drame. Il se mura dans un silence de pierre, refusant de parler de ses fils au passé, s'accrochant à une espérance irrationnelle qu'il savait pourtant vaine. Il doubla ses heures à l'usine, acceptant tous les postes supplémentaires qu'on lui proposait, travaillant parfois jusqu'à 70 heures par semaine. L'épuisement physique était sa seule échappatoire à la douleur psychologique. Ses collègues le voyaient arriver de plus en plus tôt, partir de plus en plus tard, le visage figé dans une expression de concentration forcée. Il ne participait plus aux conversations pendant les pauses, mangeait seul son casse-croûte dans un coin de l'atelier. Le couple marchand se désintégra lentement sous le poids du chagrin. Ils ne se parlaient plus que pour les nécessités quotidiennes. Colette reprochait silencieusement à Henri de les avoir laissés partir seuls ce matin-là. Henri se sentait écrasé par une culpabilité dévorante qu'il n'arrivait pas à exprimer. Ils dormaient désormais chacun de leur côté du lit, dos à dos, aussi éloignés que s'ils avaient été dans des chambres séparées. L'intimité avait disparu, le jour où leur fils avait disparu. Simone Lavigne continuait à veiller sur eux avec une sollicitude discrète. Elle leur apportait des plats cuisinés qu'elle savait qu'ils ne prenaient plus la peine de préparer. Elle s'asseyait avec Colette dans l'après-midi, tricotant en silence, offrant simplement une présence. Elle transmettait à Henri les nouvelles du quartier qu'il ne demandait jamais, mais qu'il semblait apprécier d'entendre. Cette femme âgée devint une sorte de lien fragile qui empêchait le couple de sombrer complètement. Dans le quartier Saint-Bénigne, l'affaire des frères marchands modifia profondément les habitudes. Les parents ne laissaient plus leurs enfants sortir seuls. Même pour des courses de 5 minutes. Les cours de récréation résonnaient de mises en garde anxieuses. Ne parle jamais à des inconnus. Ne monte jamais dans une voiture. Reste toujours avec ton frère ou ta sœur. Une peur diffuse s'était installée, transformant ce quartier paisible en un espace de méfiance généralisée. Les portes qui restaient autrefois entr'ouvertes étaient maintenant fermées à double tour. L'inspecteur Garnier n'abandonna jamais vraiment l'affaire, même quand elle fut officiellement classée comme disparition inexpliquée au bout de 18 mois. Il gardait le dossier sur son bureau, y retournait régulièrement, relisant les témoignages, cherchant ce détail qui lui aurait échappé. Il rendait visite aux marchands tous les 6 mois environ, espérant chaque fois apporter une avancée, repartant chaque fois les mains vides et le cœur lourd. En 1975, il prit sa retraite, mais même alors, il continua à penser à ces 2 garçons qui s'étaient évaporés sans explication. Les théories les plus folles circulèrent dans Dijon pendant des années. Certains parlaient d'un réseau de trafic d'enfants qui aurait opéré dans la région. D'autres évoquaient un prédateur isolé qui aurait quitté la ville après son crime. Les plus imaginatifs suggéraient que les garçons avaient été victimes d'un accident qu'on aurait dissimulé. Chaque nouvelle disparition d'enfants en France ravivait les souvenirs, relançait les spéculations. Mais aucune de ces théories ne résistait à l'examen rationnel des faits. Il n'y avait tout simplement aucune preuve, aucun élément tangible sur lequel construire une hypothèse solide. En 1978, 6 ans après la disparition, Colette fit une dépression nerveuse sévère. Elle qui n'avait manqué la messe qu'une seule fois dans sa vie adulte, cessa complètement d'aller à l'église.
Comment continuer à croire en un Dieu qui permettait qu'une telle horreur arrive à une mère? Elle fut hospitalisée 3 semaines à l'hôpital psychiatrique de la Chartreuse, au sud de Dijon, où on lui administra des traitements qui la laissèrent dans un état de semi-léthargie pendant plusieurs mois. Quand elle rentra chez elle, elle était devenue l'ombre de celle qu'elle avait été, une femme éteinte qui accomplissait les gestes quotidiens par pure habitude, sans plus aucune joie ni espoir. Henri, lui, développa une forme de rituel obsessionnel. Chaque dimanche matin, à 9h27, l'heure exacte où les garçons étaient sortis, il se postait devant la fenêtre du salon et regardait la rue pendant exactement 15 minutes. Il scrutait chaque passant, chaque silhouette, comme si par miracle ses fils allaient apparaître au coin de la rue, comme si les 10, puis 15, puis 20 années écoulées n'étaient qu'une parenthèse cauchemardesque. Les voisins qui connaissaient cette habitude détournaient le regard quand il passait devant l'immeuble ces dimanches-là, gênés par cette démonstration silencieuse d'un chagrin qui ne guérissait pas. Au fil des décennies, le quartier changea. Les vieux commerçants prirent leur retraite, leurs boutiques fermèrent ou furent reprises par de nouveaux arrivants qui ne connaissaient pas l'histoire des frères marchands. Madame Girard vendit sa boulangerie en 1982 et partit vivre chez sa fille à Lyon. Monsieur Arnaud mourut d'une crise cardiaque en 1987. Les enfants qui avaient grandi dans l'ombre de cette tragédie devinrent adultes et quittèrent Dijon pour leurs études ou leur travail. Une nouvelle génération investit les appartements, ignorant tout du drame qui s'était joué là 20 puis 30 ans plus tôt. Simone Lavigne décéda en 1989, à l'âge de 85 ans, d'une pneumonie qui dégénéra rapidement. Jusqu'à la fin, elle avait continué à veiller sur les marchands. Sa mort laissa Henri et Colette encore plus isolés, coupés de leurs derniers liens avec l'époque où leur fils vivait encore. Ils assistèrent à ses funérailles à la basilique Saint-Bénigne, les seuls visages familiers parmi une assemblée de neveux et nièces venus de province qu'ils n'avaient jamais rencontrés. En 1995, Henri fit un accident vasculaire cérébral mineur qui le laissa avec une légère paralysie du bras gauche et des difficultés d'élocution. Il avait 65 ans et dut prendre une retraite anticipée. Contraint de rester à l'appartement toute la journée, il sombra dans une mélancolie encore plus profonde. Colette, elle-même âgée de 63 ans et affaiblie par des décennies de chagrin et de psychotropes, s'occupait de lui avec une abnégation mécanique. Les années 2000 arrivèrent. Le monde changeait rapidement avec l'essor d'Internet, des téléphones portables, d'une technologie qui aurait peut-être pu sauver Julien et Maxime s'ils avaient disparu à cette époque. Mais pour Henri et Colette, le temps s'était arrêté le 17 septembre 1972. Ils vivaient comme dans une bulle temporelle, entourés des objets et des souvenirs d'une époque révolue, incapables d'avancer, prisonniers d'un passé qui les dévorait vivants. En 2003, 31 ans après la disparition, Henri Marchand mourut dans son sommeil d'une insuffisance cardiaque. Il avait 73 ans. Colette le trouva au matin, paisible dans leur lit, et sa première pensée fut qu'il avait enfin retrouvé leur fils quelque part, dans un monde où la douleur n'existait plus. Elle organisa des funérailles modestes, assistée par quelques voisins qui la connaissaient à peine. Sur la pierre tombale du cimetière de Dijon, elle fit graver « Henri Marchand, 1930-2003, père aimant de Julien et Maxime, pour toujours dans nos cœurs ». Colette vécut encore 9 années seule dans l'appartement de la rue de la Préfecture. Elle avait fini par vider la chambre des garçons en 2006, donnant les vêtements à des œuvres caritatives, gardant seulement quelques objets précieux dans une boîte en carton qu'elle plaça au fond de son armoire. Elle sortait peu, faisait ses courses au petit supermarché qui avait remplacé les anciens commerces, échangeait quelques mots polis avec les caissières qui ne savaient rien de son histoire. Elle était devenue invisible, une vieille dame parmi tant d'autres, portant seule le poids d'un secret que personne ne connaissait plus. Au printemps 2012, 40 ans presque jour pour jour après la disparition des frères Marchand, la mairie de Dijon lança un vaste programme de rénovation urbaine dans le quartier Saint-Bénigne. Plusieurs immeubles vétustes, datant du 19e siècle,
devait être soit restauré, soit démoli pour faire place à des constructions plus modernes répondant aux nouvelles normes énergétiques. Parmi ces bâtiments figurait un ancien entrepôt commercial de 3 étages, rue de l'Arquebuse, à 250 mètres de l'endroit où vivaient les marchands en 1972. Cet entrepôt avait connu plusieurs vies. Construit en 1883, il avait d'abord abrité un commerce de tissus en gros, puis une imprimerie dans les années 50, avant d'être progressivement abandonné dans les années 70, quand l'entreprise avait fait faillite. Le bâtiment était resté inoccupé depuis, ses fenêtres murées, sa façade décrépie, devenant peu à peu cette verrue urbaine que les habitants du quartier ne remarquaient même plus, tant elle faisait partie du paysage. Le 8 mai 2012, une équipe d'ouvriers de l'entreprise Baticonstruct commença les travaux de démolition intérieure. Il fallait d'abord désamianter le bâtiment, enlever tous les matériaux dangereux avant d'attaquer la structure elle-même. 5 hommes en combinaison blanche, masques et gants entrèrent dans ce qui avait été autrefois les bureaux administratifs de l'imprimerie au 2e étage. La poussière de 40 années d'abandon flottait dans l'air, illuminée par les raies de lumière perçant à travers les planches qui condamnaient les fenêtres. Le plancher craquait dangereusement sous leurs pas. Des traces de passage d'animaux, probablement des rats et des pigeons, marquaient le sol. L'odeur était un mélange écœurant de moisissures, de bois pourri et d'humidité. Marc Dufresne, le chef d'équipe, un homme de 42 ans qui travaillait dans le bâtiment depuis l'âge de 16 ans, dirigeait les opérations. Ils commencèrent par arracher les cloisons en plâtre qui divisaient l'étage en plusieurs pièces. C'était un travail bruyant, poussiéreux, répétitif. Les masses s'abattaient sur les murs, faisant voler des nuages blancs qui se déposaient sur tout. Vers 14h30, alors qu'ils s'attaquaient à un mur particulièrement épais au fond de ce qui avait dû être une salle d'archives, Mehdi Bakri, un jeune ouvrier de 24 ans, remarqua quelque chose d'inhabituel. Le mur sonnait creux à un endroit précis, comme s'il y avait un espace vide derrière. Ce n'était pas rare dans les vieux bâtiments, où on créait parfois des caches pour dissimuler des canalisations ou stocker des affaires. Mais quelque chose dans le son l'intrigua. Il fit signe à Marc qui vint examiner la zone. Ils décidèrent d'ouvrir plus délicatement, utilisant des outils plus petits pour ne pas endommager ce qu'il pourrait y avoir derrière. Après avoir retiré plusieurs couches de plâtre et de briques, ils découvrirent effectivement une cavité d'environ 50 cm de large sur 80 de haut. C'était manifestement un espace créé volontairement, maçonné avec soin pour être invisible depuis l'extérieur. À l'intérieur, protégé par un morceau de tissu huilé qu'il avait préservé de l'humidité, se trouvait une enveloppe jaunie par le temps. Marc la sortit avec précaution, ses mains gantées tremblant légèrement. L'enveloppe était épaisse, manifestement contenant plusieurs feuilles de papier. Sur le devant, d'une écriture enfantine mais appliquée, on pouvait lire en lettres majuscules délavées « À celui qui trouvera ceci ». Les 5 ouvriers se regardèrent, conscients qu'ils venaient peut-être de tomber sur quelque chose d'important. Marc ouvrit délicatement l'enveloppe. À l'intérieur, 5 pages couvertes d'une écriture serrée, manifestement celle d'un enfant ou d'un adolescent. La première page commençait par ces mots « Je m'appelle Julien Marchand. J'ai 14 ans et je dois raconter ce qui s'est passé aujourd'hui, le 17 septembre 1972, avant qu'il ne soit trop tard. » Marc sentit son sang se glacer. Il connaissait cette affaire, ou du moins, il en avait entendu parler. Son propre père, qui avait grandi dans le quartier, lui avait raconté l'histoire de ses 2 frères qui avaient disparu mystérieusement dans les années 70, une tragédie qui avait hanté tout Dijon pendant des années. Il lut rapidement les premières lignes, réalisant l'importance capitale de ce qu'il venait de découvrir. « On arrête tout !» dit-il à son équipe d'une voix qui ne tolérait aucune discussion. « Personne ne touche plus à rien. Mehdi, tu descends appeler la police immédiatement. » À 15h12, 2 agents de police arrivèrent sur le chantier. Marc leur remit l'enveloppe et la lettre, expliquant dans quelles circonstances il l'avait trouvée. Les agents, d'abord sceptiques, changèrent d'expression en lisant les premières lignes.
Ils contactèrent immédiatement leur supérieur hiérarchique. À 16h45, la capitaine Élise Fontaine de la police judiciaire de Dijon se présentait sur le chantier accompagnée de 2 enquêteurs et d'une équipe de la police scientifique. Fontaine avait 38 ans, une carrière brillante derrière elle, spécialisée dans les cold cases, ces affaires anciennes qu'on rouvrait grâce à de nouvelles preuves ou technologies. Grande, les cheveux châtains coupés courts, le regard perçant, elle avait cette réputation d'être obsessionnelle et de ne jamais lâcher une affaire avant de l'avoir résolue. Elle enfila des gants et lut la lettre dans son intégralité, debout au milieu du chantier poussiéreux. Son visage resta impassible, mais ses collègues qui la connaissaient bien remarquèrent la tension dans ses mâchoires, la façon dont ses doigts se crispaient légèrement sur le papier. Quand elle eut fini, elle resta silencieuse un long moment, regardant la cavité dans le mur d'où provenait cette confession posthume. « On sécurise toute la zone », ordonna-t-elle finalement. « Je veux que chaque centimètre de ce bâtiment soit fouillé méthodiquement. Et quelqu'un doit retrouver Colette Marchand. Si elle est encore en vie, elle a le droit de savoir. » La nouvelle se répandit dans Dijon avec la rapidité d'une traînée de poudre. Dès le soir même, les chaînes de télévision locales ouvraient leurs journaux sur cette découverte extraordinaire. 40 ans après, une lettre relance l'affaire des frères Marchand. Les journaux nationaux reprirent l'information le lendemain. L'affaire, qui avait été oubliée par la plupart, revenait brutalement sur le devant de la scène. Colette Marchand, 80 ans, vivait toujours dans le même appartement de la rue de la Préfecture. La capitaine Fontaine se présenta à sa porte le 9 mai au matin, accompagnée d'une psychologue de la police. Quand Colette ouvrit, Fontaine vit une femme frêle, voûtée, aux cheveux blancs tirés en chignon strict, aux yeux d'un bleu délavé qui avaient dû être magnifiques autrefois. Son appartement sentait la cire d'abeille et la lavande, terriblement propre et rangé presque vide de toute vie. « Madame Marchand, je suis la capitaine Fontaine. Puis-je entrer? J'ai des informations concernant vos fils. » Colette porta une main tremblante à sa bouche. Après 40 années de silence, ces mots résonnèrent comme un coup de tonnerre. Elle fit entrer les 2 femmes, s'assit lentement dans son fauteuil usé près de la fenêtre, celui où elle passait ses journées à tricoter et à regarder la rue. Fontaine lui expliqua avec douceur, mais sans détour, ce qu'ils avaient trouvé. Une lettre de Julien, écrite le jour de sa disparition, cachée dans un mur. Colette écouta sans un mot, ses mains agrippées aux accoudoirs du fauteuil si fort que ses jointures blanchissaient. Quand Fontaine proposa de lui lire la lettre, elle hocha simplement la tête, incapable de parler. La voix de Fontaine résonna dans le silence du salon, lisant les mots que Julien avait couchés sur le papier, 40 ans plus tôt. Des mots d'un enfant terrifié, d'un frère essayant de protéger son cadet, d'un fils qui savait qu'il ne reverrait jamais ses parents. La lettre ne révélait pas tout, elle était cryptique par endroits, manifestement écrite à la hâte, mais elle contenait des informations cruciales qui allaient tout changer. Quand Fontaine termina, Colette pleurait en silence, les larmes coulant sur ses joues creusées sans qu'elle fasse le moindre geste pour les essuyer. « Mon petit » murmurait-elle, « mon pauvre petit garçon !» La psychologue s'approcha, mais Colette secoua la tête. « Non, laissez-moi, j'ai besoin d'être seule. » Sa voix était ferme malgré les larmes. « Vous allez les retrouver maintenant ? Vous allez me les ramener ?» Fontaine ne pouvait pas lui promettre ce qu'elle n'était pas sûre de pouvoir tenir. « Nous allons tout faire pour comprendre ce qui s'est passé, Madame Marchand. Cette lettre nous donne des pistes que nous n'avions pas avant. L'enquête est officiellement rouverte. » Dans les jours qui suivirent, Fontaine et son équipe éplucha le dossier original de 1972. Tous les témoignages, toutes les pistes explorées, toutes les hypothèses. Elle relut les notes de l'inspecteur Garnier, décédé en 2004, admirant la minutie de son travail tout en cherchant ce qui aurait pu lui échapper à l'époque. La lettre de Julien mentionnait plusieurs éléments qui n'avaient jamais été dans le dossier. Il parlait d'une voiture bleue, d'un homme qu'il connaissait, d'un trajet qui ne menait pas vers leur domicile, mais vers le parc de la Colombière. Il évoquait Maxime qui pleurait, qui voulait rentrer à la maison. Il mentionnait un endroit sombre, froid, où on les avait enfermés. Et surtout, il nommait quelqu'un,
Un nom que personne n'avait jamais associé à cette disparition. Fontaine commença par retrouver toutes les personnes qui avaient témoigné en 1972 et qui étaient encore en vie. Madame Girard, la boulangère, vivait maintenant en maison de retraite à Lyon. À 92 ans, sa mémoire était fragile, mais elle se souvenait encore de ce dimanche terrible. Ils étaient si mignons, ces petits. Je leur donnais toujours un pain au lait. Julien disait toujours merci très poliment. Maxime avait ce sourire avec sa faussette. Elle pleurait en racontant, 40 ans après. Fontaine interrogea également les anciens camarades de classe de Julien et Maxime, maintenant quinquagénaires avec leurs propres enfants. Beaucoup se souvenaient de cette affaire qui les avait tous traumatisés. On n'a plus jamais eu le droit de sortir seul après ça, racontait Christine Valois, ancienne élève de la même classe que Julien. Nos parents étaient terrifiés. Pendant des années, on a cru qu'il y avait un monstre qui enlevait les enfants dans Dijon. La capitaine contacta aussi les archives municipales, demandant tous les registres de 1972 concernant les véhicules immatriculés dans le département de la Côte d'Or. Une voiture bleue, avait écrit Julien. Quel modèle? Quelle marque? Il y en avait eu des milliers. Mais c'était un début. Elle fit analyser la lettre elle-même par des experts. L'encre, le papier, l'écriture. Tout confirmait qu'il s'agissait bien d'un document de 1972, écrit par un adolescent sous stress extrême. Les experts en graphologie comparèrent avec les cahiers d'école de Julien conservés par Colette. Aucun doute, c'était bien lui qui avait écrit ces lignes. Le nom mentionné dans la lettre était celui d'un certain Gérard Leroy. Fontaine fouilla dans les archives, cherchant toute mention de cet homme. Elle le trouva finalement dans une note annexe du dossier original, une simple ligne. Gérard Leroy, employé municipal, service des espaces verts, interrogé le 19 septembre 1972, aucune information pertinente. Elle retrouva le procès-verbal de cet interrogatoire. Leroy avait 34 ans à l'époque, célibataire, vivait seul dans un petit appartement rue de l'Hôpital. Il avait déclaré ne pas connaître les garçons, n'avoir rien vu d'inhabituel le dimanche 17. L'inspecteur Garnier l'avait interrogé simplement parce qu'il travaillait au parc où les recherches avaient été concentrées les premiers jours. Rien dans son témoignage n'avait éveillé le moindre soupçon. Fontaine chercha des informations plus récentes sur Gérard Leroy. Il avait pris sa retraite en 2002 après 35 ans de service à la mairie de Dijon. Il avait déménagé à Beaune, une petite ville viticole à 40 km au sud. Il vivait maintenant dans une maison de retraite médicalisée, atteint d'Alzheimer à un stade avancé, 74 ans, alité, ne reconnaissant plus personne, incapable de répondre à la moindre question. C'était une impasse frustrante. L'homme que Julien accusait implicitement dans sa lettre était désormais un légume vivant, hors d'atteinte de toute justice. Mais Fontaine ne se découragea pas. Si Leroy était impliqué, il devait y avoir d'autres preuves quelque part. Elle obtint un mandat pour fouiller l'ancienne résidence de Leroy à Dijon. L'appartement avait été reloué plusieurs fois depuis qu'il l'avait quitté en 2002, mais elle espérait trouver quelque chose dans les caves ou les greniers communs de l'immeuble. Pendant 3 jours, son équipe passa au peigne fin chaque recoin, chaque boîte oubliée, chaque vieux meuble abandonné. Ils ne trouvèrent rien qui puisse directement lier Leroy au garçon. Mais dans un carton poussiéreux, au fond de la cave, ils découvrirent des photos. Des dizaines de photos d'enfants prises au parc de la Colombière dans les années 60 et 70. Des enfants qui jouaient, qui couraient, photographiés de loin, manifestement à leur insu. Rien d'illégal en soi, mais profondément dérangeant. Et sur plusieurs de ces photos, on reconnaissait Julien et Maxime Marchand, jouant au ballon, courant dans les allées, assis sur un banc en train de manger des glaces. Leroy les surveillait. Depuis combien de temps? Pourquoi? Les photos étaient datées au dos, de différentes années. Les plus anciennes remontaient à 1968, les plus récentes à 1973. Il avait continué à photographier des enfants même après la disparition des frères Marchand. Fontaine interrogea les anciens collègues de Leroy aux services municipaux. Certains étaient encore en activité, d'autres à la retraite.
un portrait troublant émergea progressivement. Le roi était décrit comme un homme solitaire, bizarre, qui n'avait jamais eu d'amis proches. Il passait toutes ses pauses déjeuner assis sur un banc du parc, observant les enfants jouer. On trouvait ça étrange, raconta Michel Garot, ancien chef d'équipe. Mais il ne faisait rien de mal concrètement. Il restait juste assis là, à regarder. Dans les années 70, les gens étaient moins méfiants de ce genre de comportement. Un ancien voisin de Leroy, maintenant âgé de 80 ans, se souvenait de détails plus précis. Il avait une Simca bleue, une 1000. Je m'en souviens parce que c'était exactement le même modèle que celle de mon beau-frère. Il la garait toujours dans la rue, devant l'immeuble. Je l'ai vue pendant des années, puis un jour elle a disparu. Ça devait être au milieu des années 70. Je me suis dit qu'elle avait dû rendre l'âme. Ces voitures ne tenaient pas longtemps à l'époque. Une Simca bleue. Exactement ce que Julien avait mentionné dans sa lettre. Fontaine demanda aux archives de la préfecture les registres d'immatriculation de Gérard Leroy. Effectivement, il avait possédé une Simca 1000 bleue, achetée neuve en 1966, immatriculée dans la Côte d'Or. Le véhicule avait été déclaré détruit dans un accident en janvier 1973, 4 mois après la disparition des garçons. Fontaine nota les détails. Un accident, vraiment? Ou une façon de se débarrasser d'une preuve compromettante? Elle retrouva le rapport d'accident dans les archives de la gendarmerie. La voiture avait été retrouvée dans un fossé, sur une route de campagne près de Nuits-Saint-Georges, complètement calcinée. Leroy avait déclaré l'avoir prêtée à un ami qui avait eu cet accident, mais cet ami n'avait jamais été identifié. Les gendarmes de l'époque n'avaient pas jugé utile d'approfondir. C'était juste un véhicule accidenté de plus, sans victime apparente. Mais maintenant, 40 ans plus tard, cette voiture brûlée prenait une signification totalement différente. Fontaine était presque certaine que Leroy l'avait détruite volontairement pour effacer des preuves. Peut-être des traces de sang, des fibres de vêtements, n'importe quoi qui pourrait le relier au garçon. La capitaine étudia à nouveau la lettre de Julien, ligne par ligne, cherchant chaque indice. Le garçon mentionnait avoir été emmené dans un endroit sombre qui sentait l'humidité et le vieux bois. Il parlait d'un escalier en pierre qu'ils avaient descendu. Il évoquait le bruit de l'eau qui coulait quelque part. Ces détails désignaient probablement une cave ou un sous-sol. Fontaine obtint les plans cadastraux de tous les bâtiments où Leroy avait eu accès dans les années 70. Sa résidence personnelle n'avait pas de cave, mais le parc de la Colombière, où il travaillait, possédait plusieurs structures souterraines. D'anciennes réserves, des locaux techniques construits au XIXe siècle quand le parc avait été aménagé. Certains n'étaient plus utilisés depuis des décennies. Le 15 mai 2012, Fontaine et son équipe investirent le parc avec des chiens spécialement entraînés pour détecter les restes humains, même anciens. Ils commencèrent par les bâtiments encore debout, puis s'attaquèrent aux structures partiellement effondrées. Les jardins municipaux avaient fourni les vieux plans, montrant l'emplacement exact de chaque construction. Au bout du 3e jour de recherche, les chiens réagirent près d'une ancienne serre désaffectée à l'extrémité nord du parc. Derrière la structure, presque invisible sous 40 ans de végétation sauvage, se trouvait une trappe métallique rouillée, scellée par des années de terre accumulées. Les plans indiquaient qu'elle menait à une cave de stockage utilisée autrefois pour conserver les outils et les bulbes pendant l'hiver. Il fallut 2 heures pour dégager et forcer la trappe. Un escalier de pierre humide s'enfonçait dans l'obscurité. L'odeur qui montait était exactement celle décrite par Julien. Humidité, moisissure, vieux bois pourri. Les projecteurs illuminèrent une cave d'environ 20 mètres carrés, au plafond bas voûté, aux murs suintants d'eau. Et là, dans un coin, sous ce qui avait été autrefois une bâche en plastique complètement désintégrée, les enquêteurs trouvèrent ce qu'ils cherchaient depuis 40 ans. 2 petits squelettes allongés côte à côte. Le silence qui suivit la découverte fut absolu. Même les policiers les plus endurcis, habitués aux scènes les plus terribles, restèrent figés un moment. Fontaine sentit ses jambes trembler.
Après 40 années d'errance, Julien et Maxime Marchand rentraient enfin chez eux. L'équipe de la police scientifique travailla pendant 8 heures pour sécuriser la scène, photographier chaque détail, prélever chaque indice. Les squelettes portaient encore des lambeaux de vêtements. Une chemise à carreaux bleus et blancs, presque transparente tant le tissu s'était décomposé. Un pull rouge dont la laine avait miraculeusement résisté à l'humidité. Des chaussures d'enfant, une paire marron et une paire de baskets blanches devenues grises. À côté des restes, les enquêteurs trouvèrent d'autres objets, une montre-bracelet d'enfant arrêtée à 14h47. 2 pièces de monnaie datant de 1972. Et détail qui brisa le cœur de tous les présents, les 2 baguettes de pain qu'ils étaient allés chercher ce matin-là, maintenant réduites à des fragments indistincts dans un sac en papier complètement pourri. L'analyse médico-légale confirma rapidement ce que tout le monde savait déjà. Les ossements appartenaient à 2 garçons d'environ 11 et 14 ans. Les tests ADN, comparés aux échantillons prélevés sur les affaires personnelles conservées par Colette, établirent avec certitude qu'il s'agissait bien de Julien et Maxime Marchand. La cause du décès fut plus difficile à déterminer après 40 ans. Les os ne présentaient aucune trace de traumatisme violent, aucune fracture, aucun signe de coup. Le légiste conclut prudemment à un décès par hypothermie et déshydratation. Enfermés dans cette cave froide et humide, en septembre, quand les nuits commençaient à être fraîches, sans nourriture ni eau, les 2 garçons étaient probablement morts dans les 48 à 72 heures suivant leur enlèvement. Julien avait dû écrire sa lettre durant les premières heures de leur captivité, pendant qu'il avait encore la force et l'espoir qu'on les retrouve. Comment l'avait-il fait sortir de la cave ? C'était la question qui hantait Fontaine. La réponse vint en examinant plus attentivement la structure souterraine. Une fissure dans le mur du fond, agrandie au fil des décennies par l'infiltration d'eau, menait à un ancien conduit d'aération qui débouchait près de l'entrepôt de la rue de l'Arquebuse. Julien avait dû glisser sa lettre dans ce conduit, espérant qu'elle ressortirait quelque part, que quelqu'un la trouverait. La lettre avait effectivement parcouru ce chemin tortueux dans les sous-sols de Dijon, finissant par se loger dans la cavité du mur de l'entrepôt abandonné, où elle était restée 40 ans en attendant que le hasard la révèle. Un dernier message d'un garçon terrifié qui avait fait preuve d'un courage et d'une présence d'esprit extraordinaire jusqu'au bout. Le 18 mai 2012, Fontaine se rendit chez Colette Marchand pour la 2e fois. C'était la visite la plus difficile de toute sa carrière. Comment annoncer à une mère de 80 ans qu'on avait retrouvé ses fils, mais seulement leurs ossements? Colette la fit entrer dans le même salon, impeccablement rangé. Elle savait, on le lisait dans ses yeux. « Vous les avez trouvés », dit-elle simplement. Ce n'était pas une question. « Oui, Madame Marchand, nous les avons trouvés. » Colette hocha la tête lentement, comme si cette nouvelle qu'elle attendait depuis 4 décennies n'était finalement qu'une confirmation de ce qu'elle avait toujours su au fond d'elle-même. Où? Dans une cave sous le parc de la Colombière, exactement comme Julien l'avait décrit dans sa lettre. Ils ont souffert? C'était la question à laquelle Fontaine s'était préparée. La vérité était terrible, mais mentir aurait été pire. Nous pensons qu'ils sont morts de froid et de déshydratation dans les jours suivant leur enlèvement. Julien a probablement protégé son frère aussi longtemps qu'il a pu. Colette ferma les yeux. Des larmes coulèrent silencieusement. Mon pauvre garçon, il a toujours été si responsable. Il devait être terrorisé, mais il a pensé à écrire cette lettre. Il a essayé de nous dire la vérité. Sa voix se brisa. Et pendant 40 ans, cette lettre était là, à 2 rues de chez moi, et je ne le savais pas. Fontaine s'assit près d'elle, posant une main sur son épaule frêle. Julien vous aimait énormément, Madame Marchand. Chaque ligne de sa lettre le prouve. Il voulait que vous sachiez ce qui s'était passé. Il voulait vous épargner l'incertitude. Est-ce que je peux les voir? Pas dans leur état actuel. Mais dès que les analyses seront terminées, nous vous rendrons leur reste pour que vous puissiez organiser des funérailles dignes. Colette resta silencieuse un long moment. Puis elle demanda « L'homme de la lettre, Gérard Leroy. Vous l'avez arrêté ?»
Il est gravement malade, madame. Alzheimer en phase terminale. Il ne reconnaît plus personne, ne peut plus parler. Il est dans une maison médicalisée. Donc, il ne paiera jamais pour ce qu'il a fait. » Fontaine ne pouvait pas le nier. Pas devant un tribunal, non. Mais nous avons assez de preuves pour établir sa culpabilité. Son nom sera publiquement associé à ce crime. Tout le monde saura ce qu'il a fait. Est-ce que vous comprenez pourquoi il a fait ça ? C'était la question qui hantait également Fontaine. Nous avons consulté des profileurs, des psychologues. Leroy correspond au profil d'un prédateur opportuniste. Il observait les enfants du quartier depuis des années, les photographiait. Ce dimanche-là, il a dû croiser vos fils par hasard. Peut-être leur a-t-il proposé de les ramener en voiture. Julien et Maxime le connaissaient probablement de vue. Un employé du parc où ils jouaient souvent. Ils ne se sont pas méfiés. Pourquoi ne les a-t-il pas tués tout de suite? La question était horrible, mais Colette avait le droit de savoir. Nous pensons qu'il n'en avait pas l'intention initiale. Il les a enfermés dans cette cave, probablement pour pouvoir revenir. Mais après votre signalement à la police, avec toutes les recherches qui se sont déclenchées immédiatement, il a dû paniquer. Il ne pouvait plus retourner sur les lieux sans risquer d'être vu. Il les a simplement abandonnés là. Abandonnés. Colette répéta le mot comme s'il avait un goût amer. Mes bébés sont morts seuls, dans le noir, en nous appelant probablement. Et lui, il a continué sa vie tranquillement pendant 40 ans. Pas si tranquillement, Madame Marchand. D'après les témoignages que nous avons recueillis, Leroy est devenu de plus en plus solitaire, paranoïaque. Il a développé des troubles psychologiques sévères dans les années 80. Il a fini sa vie seul, sans famille, sans amis, son esprit détruit par la maladie. Ce n'est pas la justice que vous méritez, mais c'est une forme de punition. Le 23 mai 2012, la capitaine Fontaine organisa une conférence de presse dans les locaux de la police judiciaire de Dijon. Les caméras de toutes les grandes chaînes nationales étaient présentes. L'affaire avait captivé la France entière, réveillant de vieux souvenirs, ravivant des peurs anciennes. Fontaine exposa méthodiquement les faits, la découverte de la lettre, l'enquête qui avait mené à Gérard Leroy, la fouille du parc, la découverte des restes. Elle présenta les preuves, les photos, les analyses. Elle répondit aux questions des journalistes avec professionnalisme, ne cédant jamais à l'émotion malgré la charge émotionnelle du dossier. Gérard Leroy est mort hier soir dans son sommeil, annonça-t-elle en conclusion. Il ne sera jamais jugé pour ses crimes, mais l'affaire est résolue. Julien et Maxime Marchand peuvent enfin reposer en paix, et leur mère peut enfin faire son deuil correctement après 40 années d'incertitude. Les médias se déchaînèrent, les journaux titrant sur « Le prédateur oublié de Dijon ». 40 ans de silence brisé, la lettre qui révèle l'horreur. Des psychologues débattaient sur les plateaux télé de la nature du mal, du profil des prédateurs, des moyens de protéger les enfants. Des associations de parents d'enfants disparus se manifestèrent, réclamant plus de moyens pour les cold cases. Mais au-delà du bruit médiatique, une communauté faisait son deuil. Les habitants du quartier Saint-Bénigne, ceux qui se souvenaient de cette époque, ceux qui avaient connu les garçons, organisèrent une veillée silencieuse au parc de la Colombière. Des centaines de personnes se rassemblèrent un soir de juin, allumant des bougies près de l'endroit où les enfants avaient été retrouvés. Certains avaient connu Julien et Maxime personnellement. D'autres étaient simplement venus témoigner leur compassion. Les funérailles eurent lieu le 2 juin 2012, à la basilique Saint-Bénigne, la même église où Colette emmenait ses fils chaque dimanche. 2 petits cercueils blancs côte à côte devant l'autel. L'église était pleine, débordant même sur le parvis. Des gens de tout Dijon, des inconnus qui voulaient simplement rendre hommage à ces 2 vies fauchées trop tôt. Colette Marchand, en robe noire, voilée, marchait difficilement, soutenue par 2 policiers. Elle s'assit au premier rang, seule, dernière survivante d'une famille détruite. Le prêtre parla de pardon, de paix, de retrouvailles au paradis. Colette n'écoutait pas vraiment. Elle fixait les 2 cercueils, pensant à ces garçons tels qu'elle les avait connus, vivants, rieurs, pleins d'avenir.
Au cimetière de Dijon, sous un ciel d'un bleu éclatant qui rappelait celui de ce matin terrible de septembre 1972, Julien et Maxime Marchand furent enterrés dans le caveau familial, près de leur père. La pierre tombale portait leur nom, leur date de naissance et une seule date de décès, 17 septembre 1972. En dessous, Colette avait fait graver « Nos anges pour toujours », réunis dans l'amour éternel. Dans les semaines qui suivirent, Colette sembla trouver une forme de paix qu'elle n'avait pas connue depuis 4 décennies. Savoir ce qui s'était passé, aussi terrible que soit cette vérité, était moins douloureux que l'incertitude qui l'avait rongée pendant 40 ans. Elle pouvait enfin pleurer ses fils correctement, faire son deuil, tourner la page. Elle reçut des centaines de lettres de soutien du monde entier. Des parents d'enfants disparus lui écrivaient, trouvant du réconfort dans son histoire, espérant qu'eux aussi trouveraient un jour des réponses. Elle répondait à certaines, offrant les seuls mots qu'elle pouvait donner. N'abandonnez jamais l'espoir de savoir. La capitaine Fontaine continua à lui rendre visite régulièrement. Entre les deux femmes, s'était créé un lien particulier, fait de respect mutuel et de compréhension silencieuse. Fontaine apportait des nouvelles de l'enquête, des détails supplémentaires découverts au fil des analyses. Colette écoutait, posait parfois des questions, remerciait toujours pour le travail accompli. En septembre 2012, exactement 40 ans après la disparition, une plaque commémorative fut installée dans le parc de la Colombière, près de l'endroit où les garçons avaient été retrouvés. Elle portait leur nom et ces mots. En mémoire de Julien et Maxime Marchand, que leur histoire nous rappelle de veiller sur nos enfants et de ne jamais cesser de chercher la vérité. Colette Marchand mourut paisiblement dans son sommeil le 3 décembre 2012, à l'âge de 80 ans. Elle s'était éteinte 7 mois après avoir enfin pu enterrer ses fils. Le médecin légiste nota « cause naturelle » sur le certificat de décès, mais tous ceux qui l'avaient connue savaient la vérité. Elle était morte d'un cœur brisé qui avait continué à battre 40 années de trop. Elle fut enterrée dans le caveau familial, entre son mari et ses 2 fils. La famille Marchand était enfin réunie. L'appartement de la rue de la Préfecture fut vidé et reloué. Les nouveaux occupants ne savaient rien de l'histoire terrible qui s'y était déroulée. La vie continuait, comme elle continue toujours, indifférente aux tragédies individuelles. Mais dans les archives de la police de Dijon, le dossier des frères Marchand resta comme un témoignage poignant de la persistance du mal, mais aussi de la force de l'amour familial et de l'importance de la vérité. La lettre de Julien fut conservée comme une pièce à conviction, mais aussi comme le symbole du courage extraordinaire d'un garçon de 14 ans qui, face à l'horreur, avait pensé à protéger sa famille de l'incertitude. Cette histoire nous rappelle que derrière chaque disparition se cache un drame humain d'une profondeur insondable. Elle nous montre comment le mal peut se cacher derrière des visages ordinaires, comment des prédateurs peuvent opérer pendant des années sans être détectés. Mais elle démontre aussi que la vérité, aussi douloureuse soit-elle, finit toujours par émerger, parfois après des décennies. Le courage de Julien Marchand, qui dans ses dernières heures a pensé à laisser un témoignage pour sa famille, est un rappel bouleversant de la résilience de l'esprit humain, même face à l'horreur absolue. 40 ans de silence furent brisés par une simple lettre cachée dans un mur, prouvant que les secrets finissent toujours par être révélés. Qu'avez-vous pensé de cette reconstitution? Aviez-vous perçu les indices tout au long de la narration? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Si ce type d'enquête approfondie sur des affaires réelles vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Laissez votre like si cette histoire vous a marqué et partagez-la avec quelqu'un qui apprécie également les récits d'investigation véritables.